Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour une deuxième vidéo sur l'Équateur parce que j'ai reçu de nombreuses questions, j'ai eu pas mal de bons retours donc j'étais assez contente. Je me suis vraiment rendu compte que décidément c'était dur d'avoir des infos pour aller en Équateur, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc cette fois-ci je vais vous faire une vidéo plus sur comment j'ai préparé mon départ et tout ce qui a été côté pratique parce que la première vidéo a été surtout sur mon expérience de vie, sur ce que j'ai fait là-bas, la mentalité des Équatoriens, etc. Donc vous aurez la partie 1 si vous ne l'avez pas vue en description. Et ici, je vais parler de tout ce qui était plus formel, donc comment j'ai préparé mon départ en Martinique, le visa, le travail, comment trouver un logement, la sécurité, mon vol pour y aller, la langue, l'université, voilà, toutes ces choses sur lesquelles vous m'avez posé des questions finalement. Donc, déjà, il faut savoir que pour le visa, j'ai reçu tellement de questions sur comment on fait pour avoir un visa pour l'Équateur. C'est très simple, il y a plusieurs visas comme partout. Vous devez postuler directement à l'ambassade d'Équateur qui est à Paris. Donc il faut aller sur place. Enfin, le visa, vous avez toutes les infos sur Internet sur le type de visa nécessaire. Donc moi, c'était un visa étudiant pour aller étudier là-bas. Donc si c'est votre cas, ils vont vous demander des infos sur l'université où vous allez. Donc il faut déjà avoir le contrat en fait avec l'université. On va vous demander d'avoir une certaine somme sur votre compte en banque. Mais c'était pas beaucoup, hein. Je crois que c'était. Je vais pas vous dire de bêtises, hein, mais on m'avait demandé juste un petit papier de la banque pour dire que, pour montrer que voilà, vous gérez bien votre argent, vous avez un peu de sous de côté. Euh, y a voilà, quelques petites choses comme ça qu'ils demandent, mais c'était pas non plus grand chose, quoi. On va vous demander des photos, peut-être un questionnaire à remplir, et puis d'avoir aussi un petit niveau en espagnol, il me semble. Mais ça, c'était voilà, pour ceux qui vont étudier là-bas. Maintenant, si vous voulez un autre visa, vous pouvez vous renseigner directement sur Internet ou directement auprès de l'ambassade. Vous allez les trouver sur Internet et sur Paris. C'est un peu long, donc je vous conseille de vous y prendre tôt parce que moi je me souviens que j'avais laissé mon passeport, ça avait pris un peu de temps avant qu'ils me le renvoient, avant qu'ils me mettent le tampon dessus. Donc le visa, voilà, je l'ai obtenu comme ça. Donc aller en Équateur sans visa, je vous ne le recommande pas. Si je vous recommanderais jamais d'aller de toutes les façons vivre quelque part sans visa, puisque c'est risqué si on vous prend. Ensuite, on vous tège. Alors, le travail en Équateur, beaucoup de personnes m'ont demandé comment on peut trouver du travail là-bas. Est-ce que c'est facile? Combien on est payé, etc. Alors, moi, pour vous répondre, je n'ai pas travaillé en Équateur parce que j'étais étudiante, j'étais à l'université et j'avais assez de sous pour vivre là-bas avec mes économies. Il faut savoir que j'étais boursière et j'avais de l'argent de poche de mes parents. J'avais à peu près 1000 euros par mois. Et avec 1000 euros par mois, ça me suffisait à payer mon loyer qui était de 300 $. Ça me suffisait à payer mon téléphone, peut-être autour de 40 $ par mois, plus le taxi tous les jours. Donc, j'en avais peut-être pour, je sais pas moi, 200 $ par mois, un truc comme ça. Donc à la fin, j'avais quand même pas mal d'argent pour me faire des restos, pour voyager, etc. J'avais pas nécessairement le besoin de travailler. Maintenant, si vous voulez travailler, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent à côté des études. Ils peuvent recruter dans la restauration, dans les hôtels. Il y a beaucoup d'étrangers comme nous qui vont travailler dans des auberges jeunesse, qui se font loger dans des auberges jeunesse, qui travaillent dans des hôtels, qui travaillent en restaurant, dans des endroits plus touristiques. Vous pourrez trouver facilement ce genre de job. Maintenant, si votre but c'est vraiment de vous installer là-bas pour travailler sur du long terme, je vous conseille de viser l'ambassade française, la chambre de commerce aussi, qui recrute des Français, ou bien de travailler chez des Français directement qui ont monté leur business là-bas. Il y a des boulangeries françaises, généralement c'est tenu par des Français, des restaurants français. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais à Guayaquil il y en avait et à Quito aussi. Donc vous pouvez en trouver dans des grandes villes. Vous avez peut-être aussi des groupes sur Facebook de Français en Équateur, vous pouvez vous renseigner dessus. Mais après, pour trouver du travail, ce sera beaucoup plus simple de trouver sur place.
Voilà. Ensuite, sinon, il y a une autre opportunité, c'est de faire du bénévolat. Donc, je sais que c'est pas vraiment du vrai travail, mais vous pouvez avoir une petite rémunération et un logement. Donc, c'est pas négligeable non plus. Si vous partez, si vous êtes jeune, je crois que c'est jusqu'à 30 ans à vérifier. Mais il y a plusieurs types de programmes français qui permettent de partir à l'étranger dans des associations pour des projets. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. Ça peut déjà être aussi un bon tremplin pour déjà aller vous installer là-bas. Donc si vous avez besoin de plus d'infos là-dessus, mettez-moi en commentaire et je vous donnerai les liens de ce que j'avais trouvé. Ensuite, pour trouver du travail, comme je vous dis, c'est sur place. Le bouche à oreille, parce qu'il n'y a pas vraiment de site internet là-bas, ça se fait vraiment bouche à oreille, au CV, donc il faut aller démarcher les entreprises, aller sur place, et puis contacter les entreprises françaises. Je pense que c'est le mieux quand on est français. Les écoles, les universités, là ils peuvent embaucher des Français aussi, surtout si vous pouvez donner des cours. Et puis voilà, donner des cours de français à des particuliers aussi, pourquoi pas. En fait, c'est à vous vraiment de faire le point sur vos compétences et de voir qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, d'aller là-bas et de frapper aux bonnes portes, tout simplement. Au niveau de la paye, il faut savoir que le SMIC en Équateur est à 300 dollars par mois. Du coup, du moins quand j'y étais, c'était 300 dollars équatoriens par mois. C'est pas beaucoup, c'est vraiment peu. Donc, même si vous avez un bon job, vous ne serez pas mieux payé qu'en France, en fait. Vous allez vraiment avoir beaucoup moins d'argent qu'en France. Alors, le niveau de vie est conséquent. Bien sûr que vous êtes payé moins cher, mais la vie coûte beaucoup moins. Mais voilà, vous allez pas être forcément plus riche là-bas. Si vous voulez être plus riche là-bas, il va falloir venir avec des revenus français. Donc, un chômage ou des aides, n'importe quoi. Mais essayez d'avoir quand même un revenu français qui tombe tous les mois ou vos économies, pour être sûr que vous avez quand même des sous qui rentrent, parce que là-bas, si vous vous dites que votre SMIC il est à 300 dollars, bon, il y a des logements qui tournent autour de 100 dollars par mois, 200 dollars par mois, ça fait vraiment pas beaucoup d'argent pour vivre, hein. Donc, je vous conseille vraiment, si vous pouvez, de partir avec un revenu français minimum tous les mois. Voilà. Pour trouver un logement, c'est pareil que le travail, sur place. J'ai essayé de trouver avant, je n'ai pas trouvé. Donc je suis allée sur place et j'ai eu la chance d'avoir un coordinateur à l'université qui m'a fait visiter des logements pendant une semaine. Donc il connaissait ces logements, c'était du bouche à oreille. Et donc pendant une semaine, il m'a fait visiter et j'ai choisi comme ça. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est de tenter des groupes Facebook en Équateur. Il y en a pas mal. Ils utilisent des groupes Facebook, ils utilisent WhatsApp. Donc vous allez trouver, en fonction de là où vous allez, vous tapez hébergement, donc en espagnol, à Quito, en Guayaquil, etc. Et vous mettez une petite annonce. Il y a beaucoup de gens qui louent des chambres en Équateur. Il y a beaucoup de colocations. Donc vous pourrez trouver ça, mais vous allez trouver sur place. Donc je vous conseille de vous prendre un Airbnb le premier mois, de prendre... D'ailleurs, il y a des gens aussi qui trouvent leur logement sur Airbnb, mais ça va être beaucoup plus cher que ce que vous allez trouver en bouche à oreille, hein. En bouche à oreille, vous allez vraiment avoir des loyers à 200 dollars, 100 dollars par mois, alors que sur Airbnb, ça va monter à 400 dollars, 500 dollars par mois. Donc tout ça parce que Airbnb, c'est du court terme. Donc allez voir sur place si vous voulez économiser la colocation, les chambres chez l'habitant, même des petits studios. Ce ne sera pas moderne, mais ça vous fera faire énormément d'économies. Voilà. Ensuite, au niveau de la sécurité, on m'a beaucoup parlé de la sécurité. Donc sachez que c'est comme partout, il y a des endroits où c'est plus dangereux que d'autres, mais surtout, il faut apprendre en fait les règles pour ne pas... les règles en fait, chaque pays a des... On sait tous quand on va quelque part ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ben là-bas c'est pareil, donc on ne sort pas son argent en public, on ne sort pas de bijoux en public. Allez pas mettre une grosse chaîne en or et marcher dans la rue, ça c'est du suicide. Ne marchez jamais, moi ce que je faisais c'est que je ne prenais jamais ma carte, parce qu'il y a beaucoup de raquettes à la carte, donc je prenais toujours de l'espèce sur moi, donc je sais pas moi, 50 dollars au maximum, je n'en sais rien. Et puis, je fonctionnais comme ça, ma carte restait toujours chez moi, parce qu'on peut vous arrêter, vous demander d'aller retirer de l'argent avec un fusil sur votre tête. Donc, on va éviter ça. On prend que de l'espèce, comme ça, si vous faites braquer, vous donnez ce que vous avez en espèces
et c'est tout, vous savez que vous n'avez rien d'autre. Voilà, ensuite, téléphone, on ne sort pas ça en public non plus, hein, on évite de montrer qu'on a un gros appareil photo, un iPhone pour faire des photos alors qu'il y a du monde autour. En fait, c'est juste apprendre à analyser votre environnement. Vous voyez où vous êtes, vous savez que vous devez prendre vos précautions, ne pas faire confiance aux gens. Si vous voyez des gens, vous fixez, parce que là-bas, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ils vont vous fixer, ils vont vous regarder. Quand vous voyez des gens vous regarder, vous fixer, vous restez pas là en fait. Vous restez pas ou vous montrez pas vos affaires. Moi, je faisais vraiment hyper attention à tous les gens que je voyais autour de moi. Parce que on a tellement insisté pour me dire que c'était dangereux que j'étais devenue parano. Au moins, il m'est rien arrivé. Par contre, j'ai des amis qu'on a braqués, j'ai des amis qui se sont fait racketter, j'ai déjà vu des gens se faire voler leurs affaires. Donc voilà, il faut vraiment faire attention, ne pas monter dans un taxi dans la rue, utiliser l'application des taxis et c'est tout, après tout va bien aller. Si vous êtes à la plage, ne laissez jamais vos affaires sans surveillance, c'est des choses comme ça quoi. Même si vous êtes dans l'eau, en vrai, ils peuvent venir voler vos affaires et partir en courant. Donc il faut vraiment éviter de partir avec des choses de valeur sur vous. Il faut toujours essayer de garder un œil sur vos affaires. Même en auberge de jeunesse, les gens volent dans les chambres, ils rentrent dans les auberges et ils volent dans les chambres et les auberges de jeunesse ne pourront rien faire pour vous. Donc évitez de partir en laissant votre Mac dans votre chambre. Voilà, c'est des choses comme ça, mais ça arrive. Voilà, maintenant c'est des choses que j'ai entendues dans toute l'Amérique du Sud, dans tous les pays. C'est pas propre à l'Équateur. J'ai entendu des choses pires aussi en Colombie, au Brésil. Donc voilà, on se calme, hein, c'est pas la peine de paniquer, mais on est conscient, c'est tout. Voilà, pour le vol que j'ai pris, alors moi je suis partie de Guadeloupe, donc un peu plus galère que de partir de Paris. J'ai fait 3 escales, donc c'était très très chaud. J'ai fait Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. Il me semble que j'ai fait aussi Puerto Rico. Soit l'aller, soit au retour, je l'ai fait. Et puis ensuite, j'ai fait Panama aussi. Et puis ensuite Équateur. Donc c'était très long, donc je vous conseille de bien vous renseigner sur le vol. Moi, je suis partie avec une agence de voyage. Parce que sans... c'était galère, donc je suis passée par une agence pour qu'elle me fasse mon itinéraire. Ensuite, j'ai super faim, désolée là, je commence à... J'ai trop faim. Ensuite, l'espagnol. Il faut savoir qu'en Équateur, ça va être compliqué si vous ne parlez pas espagnol. Hein. Là, on n'a pas beaucoup qui parlent anglais là-bas, ou alors c'est niveau très scolaire, sauf si vous allez dans des villes touristiques, ou alors là... Ils vont vous déployer le tapis rouge dès qu'ils vont vous entendre parler anglais. Tout le monde va vouloir vous parler anglais. Ils aiment trop ça. Par contre, les Équatoriens, quand ils peuvent parler anglais, ils parlent anglais. Hein. Donc, à l'université, ils parlaient anglais avec nous. Dans les villes touristiques, les hôtels, les restos, s'ils peuvent vous parler en anglais, ils vont vous parler en anglais. Par contre, ils font vraiment des efforts à ce niveau. Mais quand vous vous éloignez des zones touristiques, ça va parler espagnol. Et attention, c'est pas l'espagnol scolaire que vous apprenez à l'école. L'Équateur a son espagnol propre, comme la Colombie, comme le Chili, comme en Espagne, c'est pareil. Il y a plusieurs zones où les accents sont pas les mêmes. C'est partout pareil pour toutes les langues. Chaque langue a ses expressions, son dialecte, etc. Et bien en Équateur, vous allez être surpris de voir qu'il y a des mots qui ne se disent pas de la même façon. Par exemple, voiture, je crois qu'en Espagne, ça se dit coche. Et ben en Équateur, on va dire carro. C-A-R-O. Donc, il y a des mots qui vont changer. Il y a des expressions aussi. Par exemple, on va dire chucha en espagnol en Équateur pour dire merde, putain. Alors que en Espagne, ils vont dire par exemple coño ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de mots qui vont changer en fait. Mais ça, vous allez apprendre... quand vous serez sur place. Il y a des tournures de phrases qui ne sont pas les mêmes, et l'utilisation de usted qui n'est pas pareil, donc ça, faudra pas vous étonner là-dessus. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube pour vous préparer à l'avance, des expressions équatoriennes, de l'accent aussi équatorien, qui va aussi différer en fonction des villes où vous allez aller. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant de voir tout ça. L'université pour finir. L'université,
pour moi, c'était vraiment une bonne expérience. Maintenant, l'université où j'étais, c'était Casa Grande à Guayaquil. Et il faut savoir que c'est des bosseurs. Ça m'a mis une claque, mais une claque monumentale. Parce que je suis sortie de mon école de Paris, où là-bas, on n'en a rien à foutre, hein, clairement, des cours. Les gens arrivent des fois bourrés en cours, des fois les gens sèchent, on s'en fout, on fait pas nos devoirs. On est très feignant quand même en France, on va pas se le cacher. Le moins on peut travailler, le moins on va travailler à l'école. Et bien là-bas, c'était tout l'inverse. C'était des jeunes motivés, ambitieux, qui faisaient vraiment tout pour réussir, qui se mettaient vraiment à l'œuvre dans tous leurs devoirs, qui bossaient vraiment dur pour leur exposer, pour tout. Ils prenaient vraiment tout très très au sérieux. Et ça m'a vraiment mis une claque parce que dans tous les projets que j'ai faits, dans toutes les classes, c'était vraiment des bosseurs, vraiment. Et les travaux de groupe, limite, si tu bosses pas, t'es vraiment très mal vu. Vous savez, ils font des groupes WhatsApp, chacun fait sa partie. Eh ben, on se fait vraiment engueuler par les autres membres du groupe si on ne bosse pas assez. Donc c'est vraiment très sérieux là-bas. N'y allez pas si vous n'avez pas envie de travailler parce que là-bas, ils ont vraiment la valeur du boulot. Parce que j'ai compris qu'en fait, ça coûtait très cher pour l'université. Et les Équatoriens, dans la moyenne, sont assez pauvres. Donc quand ils ont accès à ça, ben, ils ne gâchent pas leur chance. Ils font vraiment en sorte de réussir pour gagner de l'argent pour leur famille et eux. Donc pour eux, c'est vraiment super important. Ils ratent pas un jour de cours, ils sont toujours à l'heure, ils se plaignent jamais des cours. Au contraire, en fait, ils sont hyper contents en fait, de pouvoir avoir accès à ça. Donc ça me met vraiment une claque quand on se rend compte qu'il y en a qui n'ont pas vraiment accès à l'éducation comme nous, que pour eux c'est vraiment quelque chose d'incroyable, alors que nous c'est quelque chose d'acquis et c'est même quelque chose qui nous fait chier. Et en fait on se rend compte que tout le monde n'a pas accès à ça et ça remet à sa place en fait. Et ça m'a vraiment rechangé niveau mentalité. Quand je suis retournée en France, j'étais reboostée, j'avais envie de bosser, de tout éclater. Donc ça remet bien en place. Voilà. Donc si j'ai une conclusion à faire sur cette partie, c'est que vous m'avez redonné envie de retourner en Équateur. J'ai vraiment apprécié là-bas. C'est vrai que j'ai dit que je ne me verrais pas vivre en Équateur, mais par contre, je me verrais bien retourner au moins 3 mois, allez, minimum de 1 mois à 3 mois pour refaire un tour dans toutes les villes, de refaire des villes que j'ai aimées et aussi faire de nouvelles villes. Et puis, bien sûr, aller visiter les Galapagos que j'avais pas eu le temps de faire malheureusement. Les Galapagos, c'est vraiment à faire. Ce sont des îles en face de l'équateur, enfin qui font partie de l'équateur, mais ce sont des petites îles qui sont paradisiaques où vous allez voir des animaux en pleine liberté. C'est juste le feu. Il y a des tortues géantes, il y a des iguanes sur la plage géante, il y a les, comment on appelle ça, les otaries là, je crois que c'est ça, ou des phoques, je sais plus, qui sont sur la plage. Non mais c'est juste magnifique, les oiseaux bleus là, faut aller voir les Galapagos. Faut juste faire attention parce que ça coûte vraiment cher de ouf et pour rentrer au Galapagos faut payer une taxe. Je sais que ça m'avait bien calmé. Et ensuite là-bas il n'y a pas de banque donc il faut retirer l'espèce avant parce qu'il n'y a pas de banque sur place. Voilà, faut aussi remplir des papiers et tout. Enfin, c'est tout un truc là-bas, c'est hyper protégé. Mais franchement, ça vaut le coup. D'ailleurs aussi, en Équateur, il y a des plages qui sont tellement protégées que pour y aller, il faut remplir un papier, il faut donner sa carte d'identité. C'est interdit de jeter des déchets, c'est interdit de ramener de la bouffe, quoi que ce soit d'extérieur. On peut juste y aller, se baigner et repartir. Il y a beaucoup de plages comme ça qui sont hyper surveillées. Donc d'un côté, je trouve ça bien parce que ça permet de garder le territoire propre et entretenu. D'un autre côté, il y a des sites qui sont naturels et qui sont payants et je trouve que c'est pas correct de faire payer pour la nature, donc ça me dérange un petit peu des fois, mais je peux comprendre le côté protection. On voit que c'est vraiment dans un but de protéger, donc je peux comprendre. Voilà. Bon, bah, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. J'espère que je vous ai donné envie encore d'y aller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et encore mieux à me contacter sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous raconter mon expérience plus en détail.
vous partager d'autres réponses si vous avez d'autres questions. Et puis tout simplement pour me suivre mes aventures. À l'instant où où je parle avec vous dans cette vidéo, je vais décoller pour Paris dans quelques jours. Donc là je suis en Guadeloupe, je vais décoller pour Paris pour 2 semaines de vacances et puis ensuite je vais m'installer en Martinique, notre île sœur, pour 6 mois où j'ai trouvé un CDD. Donc je suis très heureuse, donc je ferai certainement une vidéo pour vous raconter aussi mon expérience de vie en Martinique. Donc voilà, si ça vous intéresse de suivre mes voyages, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous fais la bise, je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. C'était Margot.